Avec les technologies actuelles de mesure de l'activité cérébrale et avec nos connaissances actuelles sur le fonctionnement du cerveau, on est encore très loin de pouvoir vraiment lire à proprement parler dans les pensées ou dans les rêves. Ce qu'on est capable de faire, c'est mesurer certains phénomènes, certains motifs d'activité cérébrale lorsque on réalise des tâches dites des tâches cognitives, donc des tâches d'attention, d'imagerie mentale ou d'exécution motrice. Lorsqu'on fait des mouvements, on est capable de mesurer des modulations de l'activité cérébrale, mais ça reste des mesures assez grossières. Ça, c'est avec des mesures non invasives, c'est-à-dire par exemple les casques électroencéphalographiques ou EEG que l'on pose sur la tête. C'est un casque qui ressemble souvent à un bonnet de bain qui est équipé d'électrodes et chacune de ces électrodes va mesurer l'activité électrique qui est générée par des populations de millions de neurones. Donc les neurones dans nos cerveaux, ils communiquent par des messages électrico-chimiques et donc ça va générer une activité électrique qui va être diffusée jusqu'à la surface de notre crâne, donc qui est très faible, hein, quelques microvolts, mais qu'on va pouvoir capter grâce aux électrodes de l'EEG. Comme on peut mesurer ça, après on va pouvoir se servir de ça pour soit étudier sur le plan fondamental comment fonctionne le cerveau, soit contrôler par exemple des applications, et c'est ce que je fais dans le cadre des interfaces cerveau-ordinateur. Une interface cerveau-ordinateur, c'est un outil qui permet de communiquer avec l'environnement, d'interagir avec l'environnement uniquement par le biais de notre activité cérébrale. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser nos muscles comme on fait d'habitude, eh bien on va réaliser ce qu'on appelle des tâches mentales, donc par exemple imaginer des mouvements des mains, faire du calcul mental, etc., pour envoyer des commandes à une application. Par exemple, on peut décider que si j'imagine des mouvements de la main gauche, eh bien j'envoie la commande tourner à gauche pour un fauteuil roulant. Et donc notre activité cérébrale dans ce cadre-là peut être mesurée soit grâce à un EEG, électroencéphalogramme, soit grâce à d'autres techniques. Donc il y en a tout un panel. Il y a des techniques non invasives comme l'EEG, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'opération chirurgicale, par exemple ce qu'on appelle la NIRS, qui là va mesurer l'absorption de lumière infrarouge. Il peut y avoir aussi des techniques beaucoup plus encombrantes et plus chères comme l'IRM fonctionnel. Et puis après, on peut aller vers des techniques invasives cette fois, c'est-à-dire des techniques qui vont nécessiter une opération chirurgicale pour aller implanter des électrodes, soit à la surface du cortex, soit à l'intérieur du cerveau. Donc l'avantage dans ces cas-là, c'est qu'on a des signaux qui sont moins bruités, plus clairs, mais par contre, le désavantage, c'est évidemment qu'il faut une opération chirurgicale. Dans le cas des interfaces cerveau-ordinateur, pour que ça marche, il faut qu'on ait un cerveau et un ordinateur qui, tous les deux, aient de bonnes performances. Et donc que l'interaction se passe bien. Il se trouve que dans la communauté des interfaces cerveau-ordinateur, on a beaucoup travaillé sur l'aspect machine. On a essayé de concevoir des algorithmes d'intelligence artificielle, donc d'apprentissage automatique, machine learning, etc., qui soient capables de détecter le mieux possible l'activité cérébrale et d'extraire l'information qui nous intéresse pour envoyer une commande fiable. Donc ça, il y a beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Il y a aussi pas mal de travail sur les capteurs pour essayer de faire des capteurs EEG ou autres qui mesurent mieux l'activité cérébrale, qui soient moins sensibles aux artefacts. Et puis, il se trouve qu'on a un peu oublié pendant plusieurs années l'aspect humain. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié le fait qu'on a beau avoir la meilleure IA, intelligence artificielle possible, si l'humain n'est pas capable de générer des signaux qui soient compréhensibles par la machine, eh bien, ça ne marchera jamais. En fait, ce qu'il faut apprendre pour contrôler une interface cerveau-ordinateur, c'est à moduler volontairement notre activité cérébrale, d'augmenter l'amplitude ou diminuer l'amplitude de votre activité cérébrale dans certaines bandes de fréquences et certaines régions du cerveau. Donc pour ça, on développe des entraînements qui s'appellent des entraînements de neurofeedback. Contrairement à un apprentissage moteur, quand on module notre activité cérébrale, on n'a aucun retour perceptif ou sensoriel. C'est-à-dire que quand on apprend à faire du vélo, eh bien, on tombe, on sent la vitesse, on sent un certain équilibre, etc. Quand on module notre activité cérébrale, on ne sent rien du tout. Donc tout le challenge, c'est de trouver un feedback, un retour d'information qui soit pertinent pour aider les gens à apprendre à moduler cette activité cérébrale. Le neurofeedback, c'est déjà utilisé, il faut savoir, avec des patients, notamment dans le cadre de la remédiation chez les enfants avec des troubles de l'attention, qu'on appelle souvent TDAH. Les enfants apprennent à moduler ce qu'on appelle les rythmes alpha, qui sont corrélés aux capacités d'attention et de concentration.
Et donc on va leur donner en fait un feedback sur un écran qui est une petite jauge qui monte ou qui descend selon l'amplitude de ce rythme cérébral-là. Donc ça, c'est quand même pas top, c'est pas très motivant. Donc depuis, on est allé vers des choses un peu plus fun. Donc il y en a par exemple maintenant qui conçoivent des jeux vidéo où la voiture, donc c'est une course de voiture, et la voiture va plus vite si le rythme alpha augmente. Dans le cadre de la rééducation post-AVC, donc ça c'est un domaine dans lequel je travaille, les patients AVC, souvent, ont des séquelles motrices suite à leur AVC. Donc ça arrive assez fréquemment qu'ils aient une hémiplégie, par exemple simplement une paralysie du bras gauche. Dans ce cas-là, souvent, les thérapeutes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils demandent aux patients de bouger leurs bras et ils mobilisent le bras du patient en même temps, ils le font bouger. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quand est-ce que le patient essaye vraiment de bouger son bras. Et donc dans ce cas-là, les interfaces cerveau-ordinateur, elles peuvent être utiles puisqu'elles permettent, grâce à la mesure de l'activité cérébrale, de savoir quand le patient essaye de bouger et donc de lui fournir un feedback à ce moment-là. Là, on ne va pas utiliser un feedback visuel standard, mais potentiellement un feedback sous forme de stimulation électrique qui va engendrer une contraction musculaire et donc qui vont faire croire au cerveau, en quelque sorte, qu'il a réussi à bouger le bras, et donc qui vont favoriser la récupération motrice via ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Et puis, il y a tout ce qui est amélioration de compétences cognitives et motrices chez ce qu'on appelle des experts de haut niveau. Donc, il y a notamment l'amélioration de la motricité fine chez des chirurgiens, chez des pilotes, mais aussi chez des sportifs. Le fait d'imaginer des mouvements, ça permet de solliciter des aires cérébrales qui sont similaires à celles qui sont sollicitées lorsqu'on fait le mouvement. Et donc comme ça, il a été montré qu'on peut améliorer la précision de mouvement ou même le tonus musculaire grâce à de l'imagination. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le plan de la fiabilité des systèmes et de l'efficacité en tant que telle. Mais il y a une question qu'on se pose assez peu, c'est est-ce que les patients ont vraiment envie de ce genre de technologie pour leur rééducation? Et donc ça, c'est un projet de recherche qu'on essaye de monter à Toulouse avec des gens qui sont en psychologie sociale, en psychologie cognitive et des médecins. Et on essaye de voir avec eux quels sont les facteurs, donc des sociodémographiques, cognitifs, termes de familiarité avec la technologie qui vont faire que les gens ont envie ou pas d'utiliser ces systèmes. Et notre but, c'est d'essayer d'adapter chaque procédure de rééducation à chaque patient de manière à améliorer leur niveau d'acceptabilité de la technologie et donc potentiellement l'efficacité. Il y a effectivement d'un côté des personnes qui vont avoir peur légitimement du fait peut-être qu'on va lire dans leurs pensées ou qu'on va voir contrôler leurs pensées grâce à une intelligence artificielle, etc. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui, au contraire, sont ultra excités par ce genre de technologie et qui vont avoir des espérances bien trop élevées par rapport à ce qu'on est en train de faire actuellement. Et je pense que dans les deux cas, c'est en fait dû à peut-être un manque de connaissances sur ce qu'on est capable de faire avec les mesures actuelles de l'activité cérébrale et avec les algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de décoder cette activité cérébrale. Dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur, on utilise l'intelligence artificielle principalement pour arriver à extraire de l'activité cérébrale une information qui est pertinente pour nous. L'intelligence artificielle, elle est absolument nécessaire là pour adapter l'extraction de ces motifs d'activité cérébrale à chaque personne et puis pour arriver à traiter cette information qui arrive en grande quantité en temps réel. Elle est aussi utilisée pour diminuer le temps nécessaire d'apprentissage. C'est la machine qui apprend depuis l'humain à reconnaître spécifiquement pour chaque patient ou chaque utilisateur quelle activité cérébrale spécifique, quelle bande de fréquence est la plus pertinente. Et puis maintenant, on est sur une approche mixte où la machine va apprendre de l'utilisateur, puis l'utilisateur doit apprendre pour se caler sur la machine, et puis quand l'utilisateur a appris, alors la machine va se réadapter, c'est ce qu'on appelle de la co-adaptation. Les domaines des interfaces cerveau-ordinateur datent des années 80. Pendant longtemps, on s'est concentré sur les aspects vraiment machine. Et donc là, maintenant qu'on veut transférer vers des patients de manière plus large, puis hors du domaine médical vers des sportifs, des jeux vidéo, etc., il faut évidemment prendre en compte l'humain et prendre en compte toute une dimension éthique.